Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Ici, avoir la foi permettait d'accéder à ce qui est déjà là. La foi, c'est compliqué. La définition qu'en donnent certains dictionnaires disent que ça désigne une adhésion forte à une idée, une doctrine ou une religion, et que le savoir n'intervient absolument pas dans ce processus. C'est absolu, ça repose sur des sentiments, des intuitions, ça n'est pas démontrable. C'est en fait comme un engagement indiscutable. Mais c'est compliqué la foi. Déjà, quand on parle de foi, la plupart des personnes l'associent à une religion. Alors qu'on peut parler aussi de conviction profonde. Quand on dit j'ai foi en ça, j'ai foi en moi, c'est aussi un ressenti. Je le ressens, ou ça serait plus intuitif. Donc c'est vraiment quelque chose qui est délicat parce que parfois ça va nous obliger à croire en quelque chose qui n'est scientifiquement pas prouvé. On a vu que le savoir n'intervenait pas dans ce processus et que l'on n'a pas vu. Et du coup, il faut croire sans y croire finalement, à croire à quelque chose auquel on ne croyait pas jusque-là et dont on n'a pas vu les preuves. Alors, Neale Donald Walsch, qui constitue mes lectures en ce moment, propose comme une méthode pour cultiver sa foi en 3 étapes. Il y a d'abord une manière d'observer. On pourrait se dire, observe un peu ce qui se passe autour, regarde un peu, arrête-toi en fait, c'est ça que j'entends moi. Arrête-toi et regarde. Regarde la nature, regarde les événements, regarde ce qui se passe. La conscience, ça commence comme ça, c'est ralentir pour se poser et commencer à regarder autrement. Écoute les autres aussi, certains qui ont la foi peut-être, et qui racontent comment ils ont vécu des coïncidences, des synchronicités, des choses, des moments de grâce en fait, comme je vous en parlais au début de ce podcast. Lis des livres sur le sujet qui racontent comment ça se passe, des expériences. Voilà, moi j'ai commencé comme ça dans cette petite bibliothèque-là de livres rouges. Je les appelais comme ça quand j'étais plus jeune. Les livres rouges. Et qui parlaient ça allait de la spiritualité jusqu'au paranormal, et qui donc racontait soit des histoires des autres, des gens qui avaient vécu des choses particulières. Il y avait des parties plus romancées, puis il y avait des vraies études de personnes qui avaient travaillé vraiment le sujet en termes de sciences quantiques, en termes d'expérience. Voilà. Donc dans mes yeux d'enfant, je lisais ce qui était accessible, mais je crois que déjà ça a développé une certaine sensibilité sur le sujet, comme si ça commençait par une curiosité. Et ensuite, l'étape suivante, ce serait de commencer d'élever son niveau de conscience pour commencer à remarquer ce qui t'arrive à toi. Ce que tu vois chez les autres, c'est de prendre conscience que peut-être des fois, toi aussi, tu as des moments qui sont curieux, où tu commences à te dire, est-ce vraiment le hasard ? Il y a comme des coïncidences récurrentes. Tu peux faire des liens entre les événements. Tu penses à quelqu'un, pof, il téléphone, il arrive, tu ne l'avais pas vu depuis 3 mois. Tu entends une chanson à la télé, ça te rappelle quelqu'un, voilà, et ça te replonge, et quelqu'un qui apparaît. Voilà, de ces coïncidences curieuses. Donc c'est comment tu le regardes
autrement et finalement tu prends conscience que peut-être chez toi aussi il y a ça. Comme une prise de hauteur. Et ce que je trouve toujours intéressant, moi, c'est de noter en fait sur un carnet, quand tu commences à être à ce stade-là, c'est de noter ce qui t'arrive, de ces coïncidences, pour peut-être te rendre compte au bout d'un moment, quand tu te remets sur ce que tu as écrit, eh bien tu te rends compte que ça fait beaucoup de répétitions en fait. Et que plus on remarque les choses, plus on met de l'attention dessus, plus on va se rendre compte de la multiplicité de ces choses-là. Comme si, en fait, elles se multipliaient. Moi, je me souviens de comment je suis arrivée à Neale Donald Walsch un matin, il y a 5 années de ça maintenant, sur un quai de métro à 7h07. Je viendrai vous reparler des heures miroirs. Et comment j'ai vu une affiche sur un mur qui parlait d'une intervention de Neale à Paris, avec un grand titre «Conversation avec Dieu». Et ça m'avait interpellée parce que je me disais, mais comment on peut parler de Dieu sur un quai de métro? J'étais presque un peu choquée. Et j'avais laissé ça de côté. Et pour finir par y revenir. Et que finalement, aujourd'hui, c'est les livres de ce grand sage, je dirais, cet éclaireur en tout cas, qui m'ont fait avancer et prendre conscience de tout un tas de choses et poser un autre regard sur ma vie. Donc, comme une coïncidence, aujourd'hui, j'ose dire que c'est plus qu'un hasard et que je le vois plutôt comme un signe. Donc, c'est comment on s'observe, on regarde sa vie autrement, on prend de la hauteur et on commence à changer son regard. Et puis, la troisième étape qui est plus active et qui consisterait à décider quel regard j'ai envie de poser, quelle tournure j'ai envie que ma vie prenne. Et donc, je commencerai à être plus acteur en posant une intention pour la fixer et ne jamais s'en écarter. Et garder confiance quoi qu'il arrive. C'est-à-dire poser une intention de quelque chose que je voudrais pour ma vie. Ensuite, d'avoir comme une foi dans le fait que ça va arriver, de lâcher prise sur le comment ça peut se passer et quel résultat exact je vais obtenir, et d'être capable d'observer à un moment donné que c'est arrivé. Donc c'est comme intention, en anglais, c'est, quand on traduit, on pourrait dire en tension. Comment on garde en tension une foi dans ce que j'ai demandé et dans le fait que ça va arriver. Les psys parlent de tension créative, donc je pourrais créer ce que j'ai eu envie. Je viendrai vous parler dans un autre épisode du fait que peut-être j'ai accès à quelque chose qui est peut-être déjà là en fait. Et à force de poser des intentions, de lâcher prise et de regarder comment ces intentions prennent vie dans une réalité, on pourrait noter comme des récurrences et finir par se rendre compte que c'est quelque chose de courant finalement, ces moments de grâce. Moi j'ai souvenir d'une fête en plein Covid. Je devais organiser une fête importante chez moi et c'était entre deux confinements, là où on pouvait un peu se voir mais avec des mesures de sécurité distancielles, un nombre de personnes maximum, etc. Et j'avais des personnes à risque dans les personnes que je voulais inviter et j'avais vraiment à cœur de ne pas mettre ces personnes, les exposer à une potentielle insécurité. Et je me disais que la meilleure façon, vu mon espace ici, c'était de faire dehors en fait. Or, ça faisait 15 jours qu'il pleuvait. Et je regardais le temps tous les jours, 15 jours avant, j'ai décidé de faire cette fête. Il pleuvait tous les jours et la météo n'était pas très encourageante en fait. Et disait qu'il allait pleuvoir encore pendant quelques semaines. On était plusieurs comme ça à se dire « Oh là là, il fait mauvais, comment est-ce qu'on va faire ?» Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai eu comme un arrêt sur image et j'ai décidé de poser l'intention. J'avais lu pas mal de livres sur le sujet. Bon, je suis assez cartésienne en fait, et je me disais, bon, c'est bien beau de poser l'intention, mais quand j'ai pas la main sur les événements, comment est-ce qu'on fait ?
Et en fait, j'ai décidé, je me suis dit, essayons, justement. Et j'ai vraiment posé l'intention, j'ai demandé à ce qu'il fasse beau au moins les 2 jours du week-end. Là, les gens arrivaient le vendredi soir et repartaient certains lundi matin. Je me souviens que j'ai posé l'intention et j'ai demandé à ce qu'il fasse beau au moins le samedi et le dimanche pour que on puisse être dehors. Et après, j'ai lâché en me disant, au pire, ça ne marche pas. De toute façon, on est en train de chercher des solutions. Et puis au fur et à mesure que les jours avançaient, j'y ai cru de plus en plus. Et quand on me disait, mais tu vas faire ta fête, tu te rends compte, il fait mauvais, j'ai demandé à ce qu'il fasse beau, il va faire beau. Et bien que la météo que je consultais dans toutes ces applis différentes qui vous font des prédictions plus ou moins précises, bien que ces applis m'indiquaient la pluie jusqu'au vendredi, me disaient qu'il allait pleuvoir, tout d'un coup, le vendredi soir, le soleil est apparu et il n'est reparti que le lundi matin avec mes derniers invités. Et ça m'a confortée un peu, en tout cas, ça m'a fait regarder ça autrement et de me dire, était-ce plus qu'une coïncidence ? Depuis, j'ai pu vérifier qu'il n'en était rien parce que maintenant j'ai pris l'habitude de poser des intentions. Alors je viendrai faire un épisode là-dessus sur comment poser l'intention, comment est-ce qu'on demande, parce que des fois j'entends des « oui, mais j'ai demandé et ça ne s'est pas passé comme je voulais ». Je reviendrai sur ce sujet. Mais voilà, une invitation à poser des intentions et à accueillir, garder une forme de tension, de foi dans cette possibilité et puis de regarder ce qui se passe. Donc 3 étapes, observer, vivre, décider, qui parfois ne se passent pas dans cet ordre-là. Parfois, on y arrive par... on a posé une intention, on s'est rendu compte de ce qui se passait et du coup, on va aller regarder s'il y en a eu d'autres et ça va commencer à nous intéresser sur le sujet et on va aller lire des choses sur le sujet. Et il y a quelque chose qui est important dans cette histoire d'avoir la foi, c'est l'énergie que j'y mets. C'est de garder toujours une énergie positive. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on a demandé quelque chose, on a comme une forme d'impatience, on a envie que ça arrive. Et du coup, on va être à l'affût de tous les événements qui vont venir en fait contredire et chahuter cette foi. Tous les éléments tangibles qui vont venir dire mais c'est impossible en fait. Et donc c'est se mettre dans une énergie négative. Et là l'invitation c'est d'avoir cette foi pour se dire que c'est quelque chose qui va arriver et si tangiblement je vois des obstacles, je les transforme en opportunités de. J'ai envie de vous lire une histoire tirée de ce livre dont je vous parlais en début de ce podcast, Quand Dieu s'en mêle, les miracles arrivent, qui raconte l'histoire de David et qui illustre bien ce que j'ai envie de vous dire. Les parents de David l'avaient encouragé à prendre le temps de voyager un peu à travers l'Europe avant de commencer son année scolaire à la mi-septembre. Malgré cela, il se faisait un peu de soucis. Après tout, David n'avait que 19 ans et ses plans prévoyaient qu'il atterrirait à Paris et qu'il voyagerait un peu à travers la France avant de se rendre en Tunisie. David lui-même, malgré son excitation, nourrissait aussi quelques inquiétudes sur son voyage. Il n'avait pas encore 20 ans et allait devoir se débrouiller par lui-même dans une culture totalement étrangère. Ça risquait d'être une sacrée occasion d'apprentissage ou alors un désastre. Quand ce jeune homme à la queue de cheval et au jean rapiécé arriva à l'aéroport de Kennedy avec son sac à dos, il était aussi débordant d'impatience que dépourvu de toute expérience de vie ailleurs que chez lui. « Est-ce que ça va bien se passer ?» se demandait-il. « Mon Dieu, Paris et la Tunisie, qu'est-ce que je vais faire quand j'arriverai là-bas ? Je ne parle même pas la langue et je ne connais personne. » Quelque peu perturbé par ces réflexions, David déambulait dans l'aéroport, s'efforçant de ne pas penser à tout ce qui pourrait mal se passer. Et comme il était arrivé au terminal de nombreuses heures avant son vol transatlantique nocturne, il avait largement le temps de se faire du souci. Finalement, il décida de se rendre à Manhattan et de mettre à profit ses longues heures d'avance pour faire un peu de tourisme.
Préférant toutefois économiser son argent pour l'Europe, il envisagea de faire du stop. Il n'était jamais allé à New York, ça allait être une bonne aventure pour son après-midi, se dit-il, et il devrait être facile de trouver quelqu'un pour l'emmener. Mais il se trompait. Les voitures lui filaient sous le nez, ignorant son pouce levé. « Bon sang, se dit David, j'arrive même pas à me rendre à New York. Comment vais-je m'en sortir en France ?» Il allait renoncer à l'idée de visiter Manhattan lorsqu'une voiture ralentit et finit par s'arrêter devant lui. « Où vas-tu, fiston ?» lui demanda un homme charmant au volant. « À Manhattan, répondit David plein d'espoir. Je me disais que je pourrais y faire un tour avant de m'envoler pour Paris ce soir. » Bon, je ne vais pas à Manhattan, mais je peux te faire faire une partie du chemin et te laisser à un endroit où tu trouveras bien quelqu'un pour t'emmener jusqu'en ville. Ravi, David s'empressa de monter. Les choses sont en train de prendre une bonne tournure, se dit-il, en esquissant un sourire. Mais il se trompait encore. David fut assez surpris lorsque son chauffeur se rangea derrière un îlot au milieu de l'autoroute et lui fit signe de sortir. « Que se passe-t-il » demanda-t-il nerveusement. « Je ne peux pas t'emmener plus loin, lui répondit le chauffeur. Puis en réponse à l'expression déconcertée de David, « Je t'avais dit que je ne pourrais pas te conduire jusqu'au bout. » 4 sorties possibles convergeaient à cet endroit, partant dans différentes directions, vers différentes parties de la ville. David n'avait pas la moindre idée d'où il était, ni de la façon de se rendre où il voulait aller. Et dans l'état de perplexité soudaine où il se trouvait, il ne songea même pas à poser la question au chauffeur. Il l'entendit juste lui dire « Fiston, il faut que tu sortes ». Il remercia cet homme pour le trajet et monta sur l'îlot au milieu du trafic. David se sentit soudain envahi par le désespoir en regardant le trafic de l'heure de pointe grossir autour de lui. « Personne ne va arriver à me prendre ici, se dit-il désespéré. Et même si par hasard quelqu'un venait à s'arrêter, ce qui était hautement improbable, il faudrait encore que cette personne se rende à Manhattan et non pas vers l'une des 3 autres sorties. Quant à pouvoir aller à pied dans un endroit plus adéquat ou encore revenir à l'aéroport, c'était hors de question. Il était coincé au milieu d'une autoroute à voies multiples et, se fit-il la réflexion, il se trouvait dans un sacré pétrin. David remit son sac à dos sur l'épaule et résigné tendit le bras, le pouce levé. Des centaines de voitures passèrent. Une heure s'écoula, suivie d'une autre. David regardait le visage des conducteurs, les yeux rivés sur leur destination. C'est à peine si certains d'entre eux le remarquaient, et lorsque ça arrivait, il voyait se dessiner sur leur visage l'étonnement ou pire, l'amusement. David se disait qu'il n'avait aucun mal à imaginer ce qu'il pensait. Est-ce qu'un gamin s'imagine vraiment que quelqu'un va le prendre ici ? Logique. Ses perspectives d'avenir étaient plutôt sombres. Réfléchissant à ce qu'il pourrait bien faire au cas où personne ne s'arrêterait pour lui, il décida qu'une fois l'heure de pointe passée, il traverserait les voies puis marcherait jusqu'à un arrêt de bus quelque part. Il commença à s'inquiéter. S'il ne se passait pas quelque chose rapidement, il n'aurait plus le temps de se rendre à Manhattan. Il lui faudrait retourner tout de suite à l'aéroport pour prendre son vol pour Paris. Et encore, il aurait de la chance s'il ne le ratait pas. Il se mit alors à aboyer du noir. « Je suis extrêmement exposé, se dit-il. Il pourrait arriver n'importe quoi. Et même si une voiture de police s'arrête, je serai peut-être sauvé, mais je risque d'avoir aussi des ennuis. On n'a pas le droit de faire du stop sur l'autoroute. La police risque de me retenir et alors je vais rater mon avion. » Au milieu de ces sombres réflexions, David s'interrompit. « Minute, papillon, je dis n'importe quoi. Il ne va rien m'arriver de mal. » Il hocha de la tête. « Je dois cultiver des pensées positives. » Quelques minutes plus tard, il remarqua un vieux modèle de station-wagon qui ralentissait un peu, dont le chauffeur le regardait avec une certaine inquiétude. Il vit alors avec incrédulité la voiture se ranger devant lui. Le chauffeur fit signe à David de monter. « Merci, merci, merci » ne cessait de répéter David tout en empoignant son sac à dos et en se ruant vers la porte ouverte. « Vous allez à Manhattan » demanda tout de suite David à son chauffeur.
Il savait désormais que c'était la question importante à poser avant toute chose. Il n'avait aucune envie de se retrouver sur un autre îlot au milieu de Dieu sait quel entrecroisement d'autoroutes. Le chauffeur regarda David de ses yeux bruns foncés. « Oui, à Manhattan, répondit-il avec un léger accent. » Ils roulèrent environ 1 kilomètre avant de s'adresser à nouveau la parole. David lui demanda « D'où êtes-vous ? Je viens de Tunisie, en Afrique du Nord. »« Quoi ? » Si David avait pu écraser la pédale de frein, il l'aurait fait. « Vous êtes de Tunisie ?» bégaya-t-il. « Oui, mais cela fait longtemps que je ne suis pas retourné chez moi. J'ai vécu à Paris ces dernières années et je viens de déménager à New York ce mois-ci. Je pratique la médecine à Manhattan. »« Vous avez vécu à Paris ? Vous êtes de Tunisie et vous avez vécu à Paris ?» David n'en croyait pas ses oreilles. « Je me rends précisément en Tunisie et je m'arrête tout d'abord à Paris pour 1 mois. » Le chauffeur écarquilla les yeux puis esquissa un large sourire. « Eh bien, on dirait que j'ai choisi le bon passager. Si ça se trouve, je peux te donner un coup de main pour tes voyages. » Durant les 45 minutes du trajet qui les conduisait à Manhattan, David et ce médecin s'engagèrent dans une discussion animée à propos de tous les gens et de tous les endroits auxquels David allait être confronté au cours de l'année à venir. Le chauffeur indiqua à David le nom de quelques-uns de ses amis proches et de plusieurs connaissances. Ces gens-là pourraient lui dire quels endroits visiter, quels restaurants, galeries découvrir, quels appartements louer, quelles personnes rencontrer, etc., etc. Dès le lendemain, peu après son atterrissage à l'aéroport international Charles de Gaulle, David récoltait déjà les fruits de son trajet jusqu'à Manhattan. Un couple dont le nom et le numéro de téléphone à Paris lui avaient été donnés par ce chauffeur tunisien l'invita à séjourner dans leur chambre d'amis. Quelques semaines plus tard, les contacts qu'il lui avait donnés à Tunis lui permirent de se familiariser avec l'université et de se sentir à l'aise dans cette ville distante, à la culture très différente de la sienne. Beaucoup plus tôt qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il trouva où loger, découvrit les endroits à fréquenter et même où travailler durant ses études, de sorte qu'il n'eut pratiquement aucune réelle inquiétude. Toute son année se déroula très bien. Pourtant, la vie de David, sa confiance en lui, les opportunités futures que lui offrir cette expérience, auraient été totalement différentes si cet homme, si ce chauffeur en particulier, ne s'était pas arrêté pour ce hippie désespéré qui faisait du stop au milieu de l'autoroute par un matin d'été à New York. David ne revit jamais son bienfaiteur. Durant des semaines, il écrivit des lettres pour remercier cet homme de toutes ses introductions, mais il ne reçut jamais la moindre réponse. David prit finalement conscience que cette rencontre fortuite répondait à un objectif plus élevé dans sa vie et qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre ses recherches. Cette rencontre importante avait eu lieu et avait déterminé le cours de cette année que David passa comme étudiant à l'étranger. Aujourd'hui, David raconte souvent cette histoire. Certaines personnes s'amusent de la dimension cosmique qu'il lui donne, mais il ne s'en est pas trouvé un parmi eux pour ne pas être stupéfait par cette synchronicité invraisemblable survenue sur cette autoroute. Ce que cette expérience m'a le plus apporté, dit David, à part l'avantage immédiat d'avoir rendu mon voyage beaucoup plus agréable, c'est qu'elle m'a montré sans équivoque qu'il y a des moments dans la vie où des miracles arrivent que nous ne devons pas manquer de remarquer et d'examiner. Toute chose a un but et une signification. Nous avons l'occasion unique d'y prêter attention ou pas, et ainsi de déterminer le cours de notre vie. Et moi j'ai envie de vous demander, n'avez-vous jamais eu de miracle comme celui de David ? Et si vous vous posez un instant sur cette histoire, sur ce que vous avez entendu, peut-être aurez-vous envie de changer immédiatement votre regard, de faire un premier pas pour faire arriver ces miracles comme David. Mieux observer autour de vous, lire ou écouter un podcast sur le sujet, mieux observer votre vie et noter les coïncidences, et peut-être même aller jusqu'à décider et poser des intentions.
À plus tard.